Bonjour chers téléspectateurs, je suis tout à fait ravi de vous retrouver dans cette première édition de votre émission semi-hebdomadaire autour du monde, édition Afrique, comme même vous savez. Pendant cette édition de lundi, on essaye de jeter un coup d'œil sur les grands événements qui ont marqué la scène économique, politique ou même la scène du tourisme ou plutôt au niveau du continent africain. Justement, nous allons commencer cette nouvelle tournée dans le monde africain par une revue de presse. En fait, Radio France Internationale a déclaré dernière ligne droite en Centrafrique avant les résultats partiels des élections du 27 décembre. L'annonce est prévue ce lundi. Samedi soir, l'ANU, l'autorité en charge des résultats, et tout faire pour tenir le délai. Mais les travaux ont été ralentis, notamment parce qu'une part non négligeable de feuilles de résultats ont visiblement été mal remplies et sont rejetées par le système informatique de compilation. Quant au soir, ce journal a écrit « Au moins 56 civils ont été tués samedi soir lors d'une attaque terroriste au Niger, près de la frontière malienne ». Le ministre de l'Intérieur, Al-Kash Al-Hada, a confirmé l'information. Il y a également une vingtaine de blessés. Des terroristes ont attaqué le village situé près de frontière avec le Mali. Le Niger est l'un des plus importants pays de transit pour les migrants africains qui veulent se rendre en Europe. Le Nouvel Observateur a écrit, je cite, « 2 soldats français ont été tués, un 3e blessé samedi dans le nord-est du Mali dans une attaque à l'engin explosif improvisé après la mort de 3 militaires français dans des circonstances similaires lundi. Ces 2 décès portent ainsi à 50 le nombre de soldats français tués au Sahel depuis 2013 dans des opérations françaises. Serval, puis Barkhane, c'est ce qu'a précisé l'état-major des armées. Selon France Info, Saïd Bouteflika tient une première revanche. Une cour d'appel militaire en Algérie a acquitté le frère cadet et ex-conseiller du président déchu Abdelaziz Bouteflika, qui avait été condamné à 15 ans de prison pour, entre deux guillemets, complot contre l'autorité de l'État et de l'armée. À la suite de cette décision surprise, Saïd Bouteflika sera donc transféré dans une prison civile en attendant son procès dans d'autres affaires liées à la corruption durant les 20 ans de pouvoir de son frère. Savoir que jusqu'à maintenant, l'épidémie de Covid-19 va continuer avec nous pendant 2021. En fait, cette pandémie a ravagé le monde entier depuis février 2020. Elle a également frappé le continent africain, mais à un rythme moins fort. Retour donc sur la pandémie au niveau africain dans ce reportage. En mars 2020, le chef de l'ONU, Antonio Guterres, prévoyait une catastrophe en Afrique et des millions de morts du Covid-19. 8 mois plus tard, l'Afrique semble pourtant être l'un des continents qui s'en est le mieux sorti face à la pandémie, aussi bien en termes de nombre de cas qu'en nombre de décès. 10 mois après le premier cas officiellement déclaré en Égypte le 14 février, le continent africain ne totalise que 3,4% des contaminations au coronavirus alors qu'il représente 17% de la population mondiale. À l'Organisation mondiale de la santé, on veut toutefois rester vigilant. Le virus continue de circuler et la plupart des gens restent sensibles, a déclaré depuis Genève Tedros Adhanom, directeur général de l'organisation le 10 décembre dernier.
Selon lui, le continent africain est à une période charnière. Le nombre de cas confirmés de Covid-19 sur le continent africain a atteint à ce jour 2 469 101, alors que le nombre de décès dus à la pandémie est passé à 58 313, a déclaré le Centre africain de contrôle et de prévention des maladies, le CDC Afrique. Le CDC Afrique, agence de soins de santé spécialisée de la Commission de l'Union africaine, a en outre annoncé qu'un total de 2 83 189 personnes atteintes par le Covid-19 s'étaient rétablies à ce jour sur le continent. Les pays africains les plus touchés en nombre de cas positifs sont l'Afrique du Sud, le Maroc, l'Égypte et l'Éthiopie, selon les chiffres du CDC Afrique. L'Afrique du Sud compte actuellement le plus grand nombre de cas de Covid-19 en Afrique, avec 901 538 cas confirmés. Le pays comptabilise également le plus grand nombre de décès liés au Covid-19 en Afrique, qui est de 24 285. Vient ensuite le Maroc avec 412 393 cas confirmés et 6 854 décès, puis l'Égypte avec 124 280 cas confirmés et 7 041 décès selon le CDC Afrique. L'Éthiopie, le pays d'Afrique de l'Est le plus touché par le Covid-19 et quatrième pays le plus touché d'Afrique, a confirmé jusqu'à présent 119 025 cas et 1843 décès provoqués par le Covid-19. Le CDC Afrique, notant que la pandémie de Covid-19 continuait d'évoluer à travers l'Afrique, a également souligné qu'il était nécessaire que les États membres de l'Union africaine réévaluent, recadrent leur stratégie et renforcent leur réponse au Covid-19. Ceci passerait par des activités organisées à travers le continent et destinées à s'assurer que leur pays soit véritablement prêt à gérer une inévitable deuxième et potentiellement troisième vague de cas. En fait, l'année 2020 était une année pleine d'événements qui ont marqué la scène africaine. Tout de suite, un rapide aperçu des événements les plus marquants en Afrique pendant cette année de 2020, justement avec notre collègue Dalia Karam. Le 6 janvier, l'armée nationale libéenne, sous le commandement du général Khalifa Haftar, s'empare de la ville de Sirte, ville côtière située à 450 km à l'est de la capitale libéenne. L'opération militaire annoncée plus tôt par les forces libyennes n'a duré finalement que 3 heures selon l'armée. Du 16 au 26 janvier, championnat d'Afrique des nations masculins de handball 2020. La 24e édition du championnat d'Afrique des nations masculins de handball, aussi appelé CAN, s'est déroulée en Tunisie du 16 au 26 janvier 2020. La Tunisie à domicile remet son titre en jeu, mais est battue en finale par l'Égypte qui remporte à cette occasion son 7e titre dans la compétition et se qualifie pour les Jeux olympiques de 2021. L'Algérie complète le podium. Le 26 janvier, attaque de Sokolo au Mali. La principale alliance terroriste du Sahel liée à Al-Qaïda a revendiqué l'attaque contre un camp de l'armée malienne proche de la frontière avec la Mauritanie. L'attaque du camp de Sokolo où a été basé des gendarmes a fait 20 morts et 5 blessés du côté des forces maliennes et 4 tués côté ennemi, selon le bilan gouvernemental. Le 10 février, la FAO et le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies, OCHA, lancent un appel pour un soutien de 76 millions de dollars à la Corne de l'Afrique, qui subit depuis janvier la pire invasion de criquets pèlerins depuis des décennies. Le 22 février, élection présidentielle au Togo, Faure Gnassingbé est réélu pour un 4e mandat avec 72,36% des voix dès le premier tour. Pari gagné pour le parti présidentiel UNIR qui misait sur une victoire rapide et sans phare. Le 23 mars, Boko Haram lance 2 offensives contre des militaires, la bataille de Bohama contre une base militaire tchadienne sur une presqu'île du lac Tchad, tuant 98 militaires et en blessant une 50aine. Et la bataille de Goneri, une embuscade contre un convoi militaire nigérian dans l'état de Borno, l'attaque provoquant la mort d'au moins 70 militaires nigérians et 50 combattants de Boko Haram. Le 20 mai, élection présidentielle au Burundi remportée par le général Évariste Ndayishimiye, en même temps que les élections législatives gagnées par le Conseil national pour la défense de la démocratie, force de défense de la démocratie, parti du dit général.
Le 18 juin le 18 juin au Burundi, à la suite du décès de Pierre Nkurunziza durant son mandat, le général Évariste Ndayishimiye, vainqueur de l'élection présidentielle de mai, prête serment pour devenir le nouveau président. Le 23 juin, élection présidentielle au Malawi, le chef de l'opposition du Malawi, Lazarus Chakwera, a été proclamé vainqueur de l'élection présidentielle face au chef de l'État sortant, Peter Mutharika, qui a contesté les résultats avant même leur publication. Le 31 août, le Conseil de souveraineté, le gouvernement provisoire au Soudan depuis la révolution soudanaise et le Front révolutionnaire soudanais qui représente les 5 principaux groupes rebelles du pays signent un accord de paix historique destiné à éteindre une guerre de 17 ans au Soudan, en particulier au Darfour où des centaines de milliers de personnes ont été tuées. L'accord a été paraphé en 2 temps lors d'une cérémonie à Juba, au Soudan du Sud. Les 8 et 9 septembre, élection sénatoriale en Égypte. La liste nationale unifiée menée par le Parti du futur de la nation, qui soutient de manière affirmée le président Abdel Fattah al-Sisi, obtient 173 sièges dès le premier tour sur les 200 à pourvoir. Au second tour, organisé un mois plus tard, la coalition remporte également la plupart des sièges, totalisant 194 sénateurs sur les 200 élus par la population. Le 18 octobre, élection présidentielle en Guinée, la commission électorale annonce que le président sortant, Alpha Condé, a gagné l'élection avec 59,49% des voix, remportant ainsi un 3e mandat. Son principal opposant, Cellou Dalein Diallo, a obtenu 33,5% des suffrages selon la commission électorale. Les 24 et 25 octobre, élections législatives en Égypte. Le scrutin a lieu en 2 phases, étalées à des dates différentes sur plusieurs jours, une partie des gouvernorats votant avant l'autre. Un système électoral à 2 tours étant utilisé, chacune de 2 phases comporte 2 séries de dates. La Chambre des représentants et la Chambre basse du Parlement bicaméral égyptien allaient composer de 596 députés renouvelés tous les 5 ans. Le Parti pour l'avenir de la nation soutenant le président Abdel Fattah al-Sisi obtient la majorité absolue des sièges. Donc, avec ou plutôt ce petit bilan des événements qui ont marqué la scène africaine, nous devons donc clôturer cette édition par un reportage qui va jeter plus de lumière sur la réserve naturelle des gorilles de l'Isio Luna au Congo, qui a pour objectif de protéger ces espèces emblématiques et de récupérer des orphelins dont les parents ont été tués par des braconniers. Donc, objectif affiché, les réintégrer à la vie sauvage, mais il y a toujours des obstacles et c'est la position géographique et l'afflux des chasseurs. Donc, je dois vous laisser avec Dalia Karam et avant ça, je dois vous dire au revoir, à la prochaine. Des éco-gades patrouillent donc les réserves de l'Essio Luna à 140 km au nord de Brazzaville, la capitale du Congo. Leur mission, lutter contre le braconnage et surtout prendre soin des bébés gorilles dans ce sanctuaire qui fait partie de la grande réserve de la Léfini, créée en 1950. La lutte contre le braconnage est l'un des principaux objectifs de la réserve, car la position géographique de la réserve entraîne un afflux de chasseurs à la recherche de protéines à vendre dans les grandes villes. Cela signifie que nous subissons la pression non seulement des habitants des villages périphériques, mais aussi de ceux qui viennent de Brazzaville pour chercher de la viande à vendre. C'est ce qu'a souligné l'éco-garde de l'Essio Luna. Parmi ses agents figure Steve Okanza. Il est au service des gorilles depuis 23 ans et ne boude pas son plaisir. Depuis que nous avons passé beaucoup de temps avec les gorilles, ils sont devenus comme des enfants de village pour nous, explique l'intéressé. Un engagement plus nécessaire, un engagement plus que nécessaire. Le gorille de plaine, protégé ici, a été déclaré en danger d'extinction en 2007. L'espèce a été réduite de 60% sur une période de 25 ans. La lutte contre le braconnage est l'un des principaux objectifs de la réserve car la position géographique de la réserve entraîne un afflux de chasseurs à la recherche de protéines, ce qui signifie une pression plus accrue.
Dans certaines régions ouest africaines, les gorilles ont diminué de 90%. Le braconnage et autres maladies sont passés par là.